Haïti, c'est belle la mer, c'est belle montagne, belle rivière. Haïti Média Télé, Clin d'œil Télévision. Alors j'ai avec moi monsieur Jean-Louis et monsieur Samuel Colin, le fondateur, et monsieur Jean-Louis, le président de la Fédé. Bonsoir monsieur Jean-Louis. Bonsoir Monsieur Véran, j'en profite de l'occasion pour saluer les téléspectateurs de Haïti Média Télé. Haïti Média Télé qui fait un travail extraordinaire dans la communauté. Merci ce que vous faites. Chers téléspectateurs, bienvenue sur Haïti Média Télé. Oui, Verne, merci. Je salue comme Jocelyn les auditoires de Haïti Média Télé et c'est une activité assez intéressante. On est prêt. Je suis content, c'est un grand plaisir pour nous. Bien sûr, c'est un honneur pour moi parce que, étant donné que vous êtes les piliers de la Fédé, parlez-moi comment fonctionne la Fédé parce que, monsieur le président, dernièrement, j'ai pu voir, il y a beaucoup de choses qui se passent, des choses positives. Et comment ça fonctionne? Comment vous faites pour réunir tous ces gens? Déjà, je me permets de faire un petit historique de la Fédé. En fait, la fédération a été créée en novembre 2010. Donc c'est Samuel Colin qui est là avec moi, qui est l'initiateur du projet. Donc c'est suite au tremblement de terre qui avait secoué Haïti, qui a fait plus de 200 000 morts. Donc nous, cadres haïtiens éparpillés un peu à travers l'Europe, on s'était dit on peut pas rester sans rien faire. Et il faut faire quelque chose. Du coup, on s'est réunis en banlieue parisienne, à Saint-Denis, une cinquantaine de cadres haïtiens. Et c'est là qu'on a mis en place les fondements même de la fédération, qui devient le mouvement représentatif des communautés haïtiennes d'Europe. Donc je passe la parole à Samuel Colin qui va nous dire plus, parce que c'est lui qui avait cette superbe idée. Ah, bien que vous avez eu l'idée de créer l'invention de la Fédé. Ben, je pense que Jocelyn il a tout dit. C'est effectivement parce que nous avons vu comment, après le tremblement de terre, il faut dire que la Fédé, c'est une structure post-séisme. C'est après le tremblement de terre. Donc, après le tremblement de terre, on voit comment la diaspora s'est organisée pour porter secours aux Haïtiens, aux victimes du tremblement de terre. Depuis lors, on se dit, le fait que la diaspora, c'est une force, la diaspora c'est une force dans l'ensemble, il faut qu'on s'organise en tant que groupe communautaire en France, en Europe. Donc du coup, après le tremblement de terre, juste après le tremblement de terre, on s'est réunis à Saint-Denis avec plus de 7 pays représentés, avec plus de 50, 7 pays représentés, plus de 50 cadres, et on a créé cet outil afin d'organiser la communauté haïtienne en Europe. On a vu que cette structure dont vous avez fait, dont vous avez créé ce jour-là, a surmonté beaucoup de problèmes et a fait des choses, a fait bouger les murs. Dernièrement, vous avez même pu faire votre truc à l'Assemblée nationale. C'est quelque chose que beaucoup de gens, beaucoup d'associations existantes n'arrivaient pas à faire. C'est quoi le secret? Comment vous avez fait, monsieur? Bon, je pense que la Fédé, c'est, comme je vous dis, on réfléchit sur des choses d'ampleur d'Haïti. Étant donné qu'on sait que Haïti a une relation assez intéressante avec la France, partage une histoire très intéressante avec la France, toutes les organisations de la communauté, ils font des choses vraiment dans leur truc. Donc, cette année 2018, on se dit, tout le monde, on va se réunir avec le groupe d'amitié France-Haïti, on va se réunir à l'Assemblée nationale et pour faire une conférence au nom de Toussaint Louverture, car Toussaint Louverture, c'est un personnage, je rappelle, qui partage l'histoire de la France avec Haïti. Donc du coup, pourquoi ne pas faire une conférence sur Toussaint Louverture avec le groupe d'amitié France-Haïti? Pour répondre à la question, effectivement, notre secret, en fait, la Fédé, le secret, c'est motiver les gens. Parce que vous savez que les Haïtiens, ils sont vraiment intéressés à tout ce qui concerne Haïti, la culture haïtienne, l'histoire d'Haïti, l'actualité haïtienne. Donc, lorsque vous créez un cadre où les gens peuvent évoluer, où les gens se sentent vraiment haïtiens, ils vont tout naturellement venir et s'adhérer au mouvement. Et j'en profite aussi pour lancer un appel à tous les cadres haïtiens qui regardent la télé, et Haïti Média Télé, la référence de la communauté, de venir se joindre à nous, d'aller sur le site de la Fédé, www.fede.org, et de devenir membre pour effectivement contribuer à faire connaître Haïti, à promouvoir Haïti en Europe,
à effacer cette image qu'on a d'Haïti en Europe et à créer une nouvelle image qui valorise le pays, qui met en valeur les filles et les fils du pays. Donc c'est ça la Fédé en fait, c'est réunir les forces vives de la nation, réunir les forces vives de la communauté et influencer les décisions politiques en Haïti, être l'interlocuteur privilégié des communautés haïtiennes d'Europe auprès des autorités françaises et haïtiennes, comme Samuel l'a dit tout à l'heure, auprès du Parlement français, auprès du groupe d'amitié France-Haïti. Donc c'est ça même les missions et le rôle de la Fédé. C'est très bien, je crois que monsieur... Ouais. J'aimerais bien ajouter quelque chose de Jocelyn, mais malgré tout, je vais vous dire, Véan, que nous sommes quand même modestes, malgré que nous avons des ambitions assez grandioses, mais nous restons très modestes. Nous sommes comme toutes les structures, un maillon dans cette chaîne de valeur. Hein. Donc il existe d'autres structures très intéressantes comme nous, qu'on fasse des choses très très intéressantes avec eux, mais il ne faut pas penser que la Fédé, on va dire que on va comment je peux dire ça, c'est une structure qui c'est la plus grande structure. Non, on reste très très modeste avec des ambitions très très intéressantes. Alors c'est bien ce que vous dites. Vous avez dit c'est vrai, avec des ambitions. Alors maintenant, quels sont les projets pour la fin de l'année et les années à suivre pour la Fédé? Bah, en termes de projets à moyen terme, donc là on va faire ce qu'on appelle la 4e édition du dîner des entrepreneurs. Le dîner des entrepreneurs, c'est un événement qui rassemble les 4 Haïtiens, des entrepreneurs haïtiens et les personnes, les porteurs de projets à travers l'Europe. Donc, ils visent pas uniquement les Haïtiens, ils visent toute personne intéressée par l'investissement en Haïti. Ça, ce sera une activité qui va se réaliser en partenariat avec l'ambassade d'Haïti en Belgique et vers novembre. Et là, comme projet, on doit supporter l'équipe féminine haïtienne. Hein. Vous savez, hein, on a eu la Coupe du Monde des messieurs là que la France a gagné. Il y a les femmes haïtiennes, les U20, les Grenadières, qui vont disputer leur première phase finale de Coupe du Monde. Donc la Fédé va constituer un groupe de personnes, un groupe de fans pour aller en Bretagne supporter la sélection féminine haïtienne parce que les femmes haïtiennes, les Grenadières ont besoin de nous. Et je profite aussi pour appeler encore tous les téléspectateurs de Haïti Media Télé, faites passer le message à partir du 5 août. Donc en Bretagne, la sélection haïtienne de football des U20 va disputer leur première Coupe du Monde. Et comme projet, nous avons aussi comme projet d'aller voir nos compatriotes qui sont en Guyane. Un projet d'aller visiter nos compatriotes en Guyane, de leur faire connaître qu'on est là avec eux, qu'on les soutient, que la Fédé est là avec eux pour les encadrer, tout ça. Et nous devons aussi organiser une après-midi sur Haïti avec la mairie du 17e en partenariat avec la maison des associations. C'est un projet qui est en cours. Oui. Tout ça, c'est pour faire avancer l'image d'Haïti, pour promouvoir l'image d'Haïti. Parce que nous avons une responsabilité, en tant qu'Haïtiens vivant à l'étranger, de promouvoir l'image d'Haïti partout où nous sommes. Donc ce sont des projets à court terme que nous avons, mais à la longue, nous avons d'autres projets que nous aurons l'occasion effectivement de revenir sur Haïti Media Télé et parler de ces projets-là. D'accord. Oui, monsieur le président fondateur aussi. En ce moment, c'est vrai, on peut dire que vous êtes... si Haïti se tient debout, c'est grâce à vous, tous ces ONG qui travaillent de loin pour aider Haïti. Mais on voit en ce moment, il y a une petite tension en Haïti. Quel est votre avis là-dessus? Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire? Effectivement, je sais que vous allez me poser cette question. Effectivement, la diaspora est très sensible à tout ce qui se passe en Haïti. Très sensible. Et lorsque Haïti touche, c'est quelque chose, c'est comme une maladie. Ça nous concerne. Et depuis le 6, 7, 8 juillet et l'événement des émeutes qui se passent en Haïti, et au sein de la Fédé, on regarde de très très près l'évolution de la situation et on espère que ce calme apparent qui commence à s'établir reste définitivement, mais on est très inquiet quand même. On est très inquiet et on est prêt, on commence à faire des consultations, on fait des réunions entre nous pour voir comment nous pouvons aider notre pays à faire face à ce genre de problème. Parce que c'est un problème sociopolitique, n'en peut plus, il faut le dire, il faut le reconnaître. Donc on voit que la misère est trop grande et il y a une sorte de déséquilibre entre
répartition de la richesse. Donc il y a trop de problèmes en Haïti et surtout avec la corruption qu'on parle. Donc du coup, il faut dire les choses comme elles sont. Donc du coup, le peuple se trouve dans une situation assez difficile. Et on dit, on n'aime pas la violence parce que la violence ça sert à rien. On veut pas que les gens vont briser, vont craser. Mais par contre, je demande aux responsables de l'État, je demande au gouvernement haïtien d'entendre le peuple, d'écouter la voix du peuple et de prendre des dispositions, de prendre sa responsabilité à l'égard de cette population qui lui a élu en tant que président. Je voulais ajouter que la FEDE est membre d'une grande organisation internationale de la diaspora qui s'appelle le Front Uni, qui regroupe des organisations de la diaspora haïtienne en Europe, en Amérique du Nord, aux Caraïbes. Et nous avons fait parvenir un courrier au président de la République avec des recommandations, effectivement, pour sortir de la crise. Et nous avons reçu la réponse du gouvernement qui a pris en compte nos recommandations. Donc c'est ça aussi la FEDE en fait, c'est que dans les moments de crise, il faut faire des propositions, il ne faut pas rester un acteur passif, mais il faut être actif. Nous avons aussi participé, dernièrement il y a un projet d'amendement de la Constitution haïtienne, nous avons aussi créé une commission qui a fait des recommandations au Parlement haïtien. Et nos recommandations ont été en partie prises en compte. Donc c'est ça aussi la FEDE, c'est s'impliquer dans les affaires d'Haïti. On veut être acteur au sein même de tout ce qui se passe dans notre pays. C'est très bien, c'est très bien. C'est clair, j'ai compris. Je pense que les téléspectateurs vont comprendre tout ce que vous dites et surtout, j'ai remarqué depuis presque 2 ans, on a un président qui essaie de mettre une bonne stabilité dans ce pays. On ne sait pas ce qui se passe, mais bon, je pense qu'il est en train de reprendre la main pour que le calme revienne tranquille et en Haïti. Actuellement, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui divisent les Haïtiens. Mais est-ce que vous, étant les têtes, les lumières de ce peuple, comment pourrait-on trouver un moyen pour que les Haïtiens puissent travailler ensemble? Mais c'est un exercice assez délicat et vain, mais ça mérite de le faire en permanence. Cette question de se mettre ensemble dans une table pour qu'on entretienne de vrais dialogues. Donc ça fait longtemps qu'on parle de conférence nationale chez nous. Et avec les situations qui deviennent très difficiles en Haïti, j'espère cette fois-ci que le président de la République prenne les choses au sérieux pour réaliser cette conférence nationale. Parce que nous avons besoin de choses, quand même des ententes une entente minimale pour que le pays avance. Parce que c'est vrai, dialoguer ou bien se mettre quelque chose, ou bien se mettre ensemble pour faire des choses ensemble, c'est pas une question facile. Et je sais que dans quelle situation le président se trouve, parce que c'est pas facile. Mais en tant qu'élu, c'est son boulot de trouver de vraies formules pour que les Haïtiens se mettent autour d'une table et trouver la bonne solution. Je ne veux pas qu'il y ait des interventions étrangères. J'aimerais bien qu'il y ait plutôt d'une médiation interhaïtienne. J'aimerais bien voir des Haïtiens se mettre autour d'une table et discuter et au moins trouver des ententes pour dire au moins on s'est entendu sur ça. Je voulais aussi ajouter que, en fait, je voulais démentir l'idée selon laquelle les Haïtiens n'arrivent pas à se mettre ensemble. Moi, je dis non parce que Monsieur Verne, si on remonte dans le passé, on a plusieurs exemples qui montrent que, effectivement, on a l'habitude de se mettre ensemble. Déjà, l'indépendance, c'est un grand exploit. Les Haïtiens se sont mis ensemble pour effectivement chasser les colons de l'île. On a exemple 1986, les Haïtiens se sont mis ensemble pour chasser la dictature. Même dernièrement, 6-7 juillet, les gens se sont mis ensemble pour dire non, qu'on veut pas effectivement cette histoire de augmentation du prix des produits pétroliers. En fait, le peuple haïtien, c'est un peuple qui est smart, qui est docile, mais une fois ses intérêts sont en jeu, il est capable de se mettre dehors pour revendiquer ses droits. Est-ce que c'était normal qu'il y a autant d'émeutes, autant de trucs qui sont détruits, on va dire,
65% des structures sont cassées en Haïti. Est-ce que la colère de manifester, de dire qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose, est-ce que c'est comme ça le peuple devrait se manifester vraiment? Je dirais non. Dans la Fédé, on a regretté les événements qui sont produits en Haïti et les entreprises qui ont eu des dommages importants au niveau d'Haïti. Mais il y a, vous savez, hein, il y a un proverbe créole qui dit que battre dans le monde, c'est avec lui ou pousser mouche, quelque chose comme ça. C'est que le peuple qu'on a, il n'a pas accès aux médias. On n'a pas comme en France des syndicats, des gens qui peuvent aller aux médias, défendre les intérêts du peuple. Le peuple, tout ce qu'il a comme arme, c'est la rue en fait comme arme. Après, on peut toujours condamner la violence. Dans la Fédé, on condamne toujours la violence, d'accord? Mais le peuple, dites-moi, qu'est-ce que le peuple a comme moyen d'expression, mis à part de prendre la rue? Donc du coup, il faut apprendre le peuple à ne pas briser, à ne pas casser, mais le mouvement populaire se mettre dans la rue pour revendiquer, c'est quelque chose que moi personnellement j'encourage, parce que c'est la rue qui est effectivement, c'est le seul moyen pour le peuple de se faire écouter, c'est d'aller dans la rue. On condamne les violences, on condamne tout ce qui s'est passé, mais si le peuple ne s'était pas prononcé de cette façon-là, je parie que actuellement là, on a eu une augmentation sur les prix de l'essence. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais il faut se rendre compte que Haïti ne produit pas. Haïti achète l'essence et revend. C'est comme si vous étiez artisan, vous faites quelque chose. Non, mais et ça fait longtemps. Et cette question de l'augmentation du prix des produits pétroliers, c'est pas une question, c'est pas maintenant. Hein. Tous les gouvernements, ils reculent devant cette et surtout avec la misère qui devient beaucoup plus présent en face des gens. Et vraiment la misère, il y a 70 gouttes pour $1. Hein. 70 gouttes pour $1. Donc du coup, lorsque la situation devient beaucoup plus difficile, il faut que le président regarde pour voir est-ce que c'est le bon moment pour prendre une telle décision. Donc du coup, moi, comme Jocelyn il a dit, le président de la Fédé, il a dit, moi je condamne. Et on sait très bien que dans un pays, c'est la création des entreprises qui peut faire avancer la production. On veut la production nationale. Nous, la diaspora, on a des entreprises qui sont victimes. Non, la Fédé. La Fédé a par exemple, je ne vais pas vous citer quelques noms, mais nous avons des entreprises qui ont été victimes de cette situation malheureuse. Mais je vous dis que ça arrive presque dans tous les pays du monde. Hein, lorsqu'il y a des mouvements de foule, donc on peut rien gérer. On peut rien gérer, c'est la situation, c'est comme ça. Par contre, ce qu'on devrait éviter, c'est surtout de anticiper les problèmes, c'est surtout ça, il faut anticiper. Donc question de dire augmenter les prix de produits pétroliers de manière aussi à la hausse 50%, 60% ou bien 40%, donc du coup c'est quelque chose de suicidaire, ça va vous ramener directement au mur. Moi, je voulais revenir sur la question de non-productivité que vous avez souligné. En Haïti, on produit presque plus rien. Donc, effectivement, petit, on apprend dans l'histoire d'Haïti que Haïti est un pays essentiellement agricole. D'accord? On sait très bien maintenant, cette phrase ne s'applique plus à la réalité haïtienne, parce que même la tomate, le citron, on importe tout ça de la République dominicaine. Donc, la question qu'on doit se poser, pourquoi on est arrivé là? D'accord? On pouvait remonter d'avant 86, mais pour l'état actuel des choses, on a des entrepreneurs, soi-disant des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui bénéficient de ce qu'on appelle des franchises douanières. D'accord? Ce sont des importateurs qui font rentrer des produits en Haïti avec zéro frais de douane. Donc du coup, ils peuvent inonder le marché avec des produits pas chers, et bien sûr, la production locale ne fait plus poids. Le riz Manangougous par exemple, donc le paysan qui va vendre son riz Manangougous, on va dire, je connais pas le prix, on va dire à 5 goudes la marmite, mais le riz qui arrive des États-Unis va être à 3 goudes, bien évidemment, et les gens vont acheter le riz qui est à 3 goudes, et la production nationale va s'effondrer. Donc une des solutions serait effectivement que l'État rétablisse ces frais de douane. Tous les pays maintenant contrôlent tout ce qui rentre. Les États-Unis fait de la protection
La France fait du protectionnisme. Pourquoi nous, on laisse nos frontières à la dérive? Pourquoi on ne contrôle pas ce qui rentre chez nous? Je parie automatiquement que Haïti... Vous pouvez dire qu'on ne produit rien. Pour contrôler déjà, il faut qu'on soit... Non, en fait, déjà, il faut bloquer ce qui rentre. Il faut bloquer ce qui rentre, ça va créer un besoin. Par exemple, si on dit qu'on taxe les produits qui arrivent chez nous, ok, le paysan, il va se dire, ah, ok. Comme a fait le président américain. Américain, effectivement. C'est un principe économique. Automatiquement, vous taxez les produits, par exemple, qui arrivent de la République dominicaine. Le citron, le prix du citron qui va arriver de la République dominicaine va augmenter. Du coup, le paysan, lui, il a intérêt à produire parce que son citron va devenir moins cher. Les gens vont acheter local, comme on dit chez nous. Mais il faut déjà que l'État haïtien prenne ses responsabilités envers ses importateurs, envers ces gens-là qui ont ces franchises-là, qui détruisent l'économie locale. Je vais ajouter une chose, parce que très souvent, on voit mal la diaspora et au niveau les responsables haïtiens. L'État haïtien voit mal la diaspora. Je ne vais pas faire la politique parce que on n'a pas même le droit de voter. Donc du coup, on dit très souvent à la diaspora, il faut les laisser comme ça. Donc du coup, je ne vais pas trop rentrer pour montrer à l'État haïtien que c'est la politique qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas seulement la politique, c'est la situation socio-économique du pays qui nous intéresse. Car il faut savoir, M. Verne, que 60 à 80% de biens et richesses dans le pays, c'est pour la diaspora, c'est pour nous. C'est pour nous. Donc, du coup, c'est un pays qui nous intéresse. C'est à nous, quoi. Donc, du coup, c'est nous, les Haïtiens, à l'extérieur, qui, par sacrifice, lorsque nous avons travaillé avec les sieurs, donc, nous avons gagné quelque chose et nous avons construit nos biens là-bas. Les entreprises, c'est toujours pour moi la bienvenue. Car Haïti reste toujours un pays d'opportunités. Et moi, j'encourage les gens d'aller investir. Même quand il y a des situations difficiles, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de bénéfices, beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités à faire en Haïti. Donc, moi, je ne vais pas trop rester dans les questions politiques, parce que ça, c'est quelque chose, on n'aime pas trop la diaspora sur ça. C'est important. Votre avis, tout ce que vous dites, c'est très important. Ça aide les députés, les sénateurs à savoir comment décider. Surtout pour Haïti, pour développer, pour éviter que le peuple souffre. Mais imaginez-vous, M. Verne et Haïti Média Télé, on est en 21e siècle. La diaspora haïtienne est le seul peuple qui n'a pas même encore le droit de voter. Donc du coup, c'est juste pour vous dire comment on nous a mis à l'écart. C'est une question difficile, mais il faut le dire. Donc comment, on sait très bien la situation en Haïti, c'est une situation surtout politique. Le problème haïtien, c'est un problème politique. Hein? Oui. Donc les gens, il faut regarder le problème en face pour voir comment on peut le résoudre. Oui. Je voulais ajouter, en fait, la Constitution de 1987 amendée nous donne droit de voter. En fait, comme Samuel l'a dit, c'est la volonté politique qui manque, en fait. Il suffit effectivement de mettre dans les consulats, dans les ambassades, des structures adéquates pour que les gens puissent voter. Parce que beaucoup de pays, si tu prends beaucoup de pays africains, beaucoup de pays en Amérique, les Français de l'extérieur, ils peuvent voter. C'est mettre un dispositif en place pour que les gens puissent arriver dans leur consulat et voter. On a déjà les droits de voter, mais l'État haïtien ne comprend pas encore la nécessité d'investir dans du matériel informatique pour que nous, qui sommes à l'étranger, puissions voter. Oui, mais est-ce que c'est pas un problème à voir en profondeur avec l'ambassade d'Haïti? Parce que c'est eux, avant tout, qui doivent... Quand je dis ambassade, parce que l'ambassade est sous la tutelle d'un ministère qui est le ministère des Affaires étrangères, qui lui dépend du gouvernement. C'est pour ça qu'on parle de décision politique. Il faut que l'ordre vienne d'en haut, que après ça puisse avoir des répercussions sur d'en bas. Si le ministère demande au consulat de mettre en place des dispositifs pour permettre aux Haïtiens de voter, le consulat ne fera qu'obéir, qu'appliquer. Donc c'est une volonté politique qui nous manque. Ils ont peur de la diaspora parce que nous on représente environ 2 millions d'Haïtiens à l'étranger. Donc si la diaspora vote, on peut faire basculer le vote, on peut désigner le prochain président d'Haïti et ils veulent pas ça. On continue la lutte, la FEDE et autres organisations de la communauté. Tôt ou tard, on finira par avoir ce droit-là, pas ce droit-là, ce moyen-là qui nous permettra de voter et d'exprimer nos voix par les votes.
Oui, je comprends votre avis et ce que vous dites c'est très bien. Vous savez que même les Haïtiens aux États-Unis ne peuvent pas voter. Ils sont plus de 2 millions à eux tout seuls. Alors pour vous dire que le gouvernement haïtien ne souhaite pas aborder ce sujet. Mais si vous en France, c'est vrai, vous souhaitez vraiment que quelqu'un puisse voir ça en profondeur, bon, il faudra voir ça, il faudra dire ça, demander à l'ambassadrice et c'est vrai et aux autorités concernées qui puissent prendre ça en profondeur. Non, la FEDE s'est déjà exprimée là-dessus, hein. La FEDE s'était déjà exprimée là-dessus, le Front Uni s'est déjà exprimé là-dessus. Et Samuel avait fait partie d'une commission présidentielle, Samuel avait soulevé la question. En fait, ils sont au courant des dossiers. Les dossiers sont déjà, les anciens gouvernements, les anciens présidents qui se sont succédés au pouvoir durant les 10 dernières années, ils sont au courant du sujet. Les diasporas n'arrêtent pas de toquer à la porte, de dire on a besoin de voter, on a besoin de voter. Effectivement, il y a un progrès. Avant, on n'avait pas ce droit-là. On était considérés, vous et moi, nous étions considérés comme des étrangers. Parce qu'on a une double nationalité. Maintenant, la Constitution de 1987 amendée nous donne ce droit de voter. D'accord? Mais maintenant, le deuxième pas qui reste à faire, c'est de mettre en place les mécanismes, le dispositif nécessaire. Parce que, Monsieur Verne, écoutez-moi bien, vous voulez faire cette interview avec la FEDE, vous procurez du matériel conséquent, et tout ce qu'il faut, vous faites un investissement. Et le retour sur investissement, ce sont les téléspectateurs qui vont regarder l'émission, c'est un retour sur investissement. Il faut que l'État haïtien comprenne le fait d'intégrer la diaspora dans les affaires du pays, c'est pas une perte pour le pays. C'est pas une perte pour le pays, au contraire. Quand tu as un pays, plus de 80% des cadres haïtiens, des diplômés haïtiens sont à l'étranger, l'État haïtien a l'intérêt d'attirer cette manne, comme on peut dire. Or, nous, on nous repousse. Et la France en profite. Moi, je suis cadre dans une banque française. Je travaille comme chef de projet. Mais j'aurais bien aimé aussi travailler comme chef de projet dans mon pays. Mais l'État haïtien ne voit pas encore la nécessité, l'intérêt d'intégrer les filles et les fils du pays qui sont à l'étranger dans les affaires de l'État. Je crois au niveau de... c'est très... vous avez posé une question, Verne. Et cette question de vote, la diaspora, c'est une chaîne de valeur. Lorsque je parle du droit de vote de la diaspora, c'est pas de la diaspora en France, non. C'est la diaspora dans le monde, c'est la diaspora haïtienne dans le monde, dont les États-Unis, le Canada, et dans les Antilles, les Caraïbes, donc du coup en Europe. Voilà, la diaspora haïtienne représente près de un tiers de la population. Hein? Le PIB de la diaspora, c'est 32%. Donc du coup, c'est énorme. Mais pourquoi cette partie, plus de 4 millions d'Haïtiens ne peuvent pas voter là où ils sont. Donc du coup, c'est délicat, c'est difficile à résoudre ce problème. Pour nous, moi je pense, ça c'est un problème, c'est un enjeu politique. Si le gouvernement veut donner vraiment un signal, il faut qu'il, je sais pas, le Parlement, le gouvernement, qu'on se mette ensemble et au moins on dit que on va mettre le mécanisme, on va mettre des outils pour que la diaspora puisse voter là où ils sont. Déjà c'est un pas. C'est important pour que nous traversions cette situation actuelle. C'est très politique en Haïti. La situation actuelle là que nous vivons. C'est bien, merci pour tout ce éclaircissement. Ça permettra aux responsables de voir plus clair sur les décisions qu'ils vont prendre, surtout à l'Assemblée nationale. Voilà, on voit que pour l'instant, le gouvernement essaie de trouver des moyens de solution et je pense que ça va aller mieux. Ça va aller mieux d'ici quelques semaines. Bon, il a un choix difficile pour choisir un nouveau Premier ministre. Et vous savez aussi bien que moi, choisir un Premier ministre, s'il n'y a pas de Premier ministre, tout est bloqué dans le pays. Bon, quel est votre avis là-dessus? C'est important que vous puissiez dire une solution. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que ça bloque tout. Déjà, je félicite le peuple haïtien pour sa maturité politique, d'accord? Parce qu'il y a 10-15 ans, on aurait eu un chaos en Haïti suite à la démission du Premier ministre. Là, on a un Premier ministre qui a démissionné, un gouvernement démissionnaire, mais le pays continue de fonctionner. Hormis les événements du 6-7 juillet, le pays fonctionne. Déjà, il faut encourager ce qu'il y a à encourager. C'est un pas, d'accord? Maintenant, comme on le sait, et Samuel le sait très bien aussi, parce qu'il a été 3
3 ans, 4 ans en Haïti récemment, le mécanisme de choix, le processus de choix de Premier ministre en Haïti est compliqué. D'accord? Parce qu'il faut avoir l'aval des deux chambres. Et pour que le premier soit accepté. Donc, et actuellement, au niveau des chambres, le PHTK, c'est le parti du président qui était majoritaire. Et il n'a plus cette majorité. C'est qu'il va falloir que le gouvernement, le président, négocie avec les parlementaires de l'opposition. Et en Haïti, c'est triste de le dire, les négociations en Haïti, c'est ok, je vote pour, moyennant quelque chose. Bon, ça se passe aussi dans d'autres pays, mais chez nous, c'est très prononcé. Donc, il va falloir que le président balance entre le choix d'un citoyen intègre et qui a la volonté de mener à bien le pays et quelqu'un qui puisse faire plaisir à une partie ou à la grande partie de l'opposition. Et c'est de ça dont on a peur, hein, effectivement. Est-ce qu'on va arriver à quelqu'un de compétent qui a une vision pour le pays ou une personne qui va plaire à l'opposition? C'est toute la question. Déjà, il y a les consultations. On attend de voir si le gouvernement va venir nous consulter parce que la diaspora n'a pas encore été invitée à participer aux consultations. On espère dans les jours à venir que la Fédé ou le Front Uni, que la diaspora dans son ensemble puisse apporter ses conseils parce que nous aussi, nous faisons partie intégrante de la société civile haïtienne. Donc on espère apporter nos conseils directement au président ou au groupe qui s'occupe de choisir, de participer au choix du prochain Premier ministre haïtien. C'est très bien. Mais oui, c'est ça. Je vais ajouter une chose de ce que vient de dire Jocelyn. Je crois que la situation est tellement d'ampleur en Haïti où la jeunesse laisse le pays en masse. La jeunesse n'a plus de repères, la jeunesse n'a plus d'avenir. Donc les gens partent partout. Hein. Le problème, c'est laisser Haïti. Donc moi, je pense que il faut regarder cette question, les émeutes de 6, 7, 8, c'est pas seulement le prix et l'augmentation du prix des produits pétroliers, mais je crois que c'est beaucoup plus profond. Hein. Pour moi, c'est beaucoup plus profond. C'est aussi, c'est une sorte de signe annonciateur. Et je demande au président de la République de bien comprendre la situation pour agir en sorte. Je dis agir en sorte parce que le président se trouve actuellement en pleine négociation avec toutes les forces vives de la nation. Il est en consultation avec le Parlement, avec la société civile, mais moi je réclame, en tant que citoyen haïtien, je sais que c'est pas évident actuellement en Haïti lorsqu'on parle de consultation, parce que très souvent les consultations, ce sont des consultations orientées, ce sont des consultations voulues. Mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait de vraies consultations. Parce que ce qui se passe entre le 6, 7, 8, ça doit quand même, la décision du président doit répondre doit être à la hauteur. Doit être à la hauteur. Moi, je demande que le président regarde bien la situation, regarde bien l'ampleur, car plus tard, ça peut être... Je ne veux pas être le prophète de malheur, hein, mais je demande au président de la République de regarder la population, de former un gouvernement avec des gens sincères, sérieux, avec des gens qui ne sont pas impliqués dans la corruption, surtout ça, avec des gens de la société civile, avec la diaspora. C'est très bien dit. Oui, d'accord. Et puis, juste avant, c'est vrai, on ne peut pas finir. C'est vrai, sans parler des choses positives. On a vu, juste avant, on va dire, mois de mars-avril, on a vu que à l'arrivée de ce gouvernement, il y a beaucoup de choses positives. Même le peuple était derrière le gouvernement, derrière ce président, qui a créé beaucoup de routes, beaucoup de choses positives pour ce pays. Est-ce que vous êtes de cet avis jusqu'à maintenant? Vous faites confiance, crédit à ce gouvernement? Écoutez, parce que là, effectivement, il y a le programme Caravane. Hein, j'imagine que vous voulez parler du programme Caravane. Parce que moi, personnellement, je suis pas sur le terrain. J'évite de parler d'un sujet que je maîtrise pas. D'accord. Et par contre, dans les enquêtes que j'ai menées,
et avec les contacts que nous avons dans le département de l'Artibonite, les retours qu'on a sont plutôt négatifs. Parce que la population a constaté une baisse de production comparativement aux années précédentes. Est-ce que c'est un événement climatique qui a fait que la production locale s'est effondrée, ou est-ce que c'est à cause du programme Caravane qui s'est mal déroulé? Là, je ne peux pas dire, il faut mener l'enquête. Mais tout ce qui est sûr, c'est que la production locale s'est effondrée. Les paysans quittent encore plus la campagne pour aller en ville, pour aller au Brésil, au Chili, etc. Donc on est dans une situation catastrophique. Le pays, comme vous avez dit tout à l'heure, le pays ne produit plus. Ouais. Et un pays qui produit plus, c'est un pays qui se meurt. Donc c'est ça le constat que nous faisons. Après, pour le programme Caravane, il est encore temps, parce qu'il faut dire c'est un jeune programme qui, peut-être qu'ils sont en train de faire l'expérience. On va encore donner quelques mois de crédit pour voir les résultats, d'accord. Mais tout ce qui est sûr et certain, actuellement, les résultats escomptés, nous ne les avons pas. La paysannerie est aux abois. Pour ajouter à ce que vient de dire Jocelyn, je vois plutôt la volonté du président. Voir la volonté, ça veut dire que on sent qu'il y a la volonté derrière. Mais est-ce que la volonté suffit pour moi? Parce que on n'a pas le choix, c'est notre président, il est élu. Donc, dans un système démocratique, il faut quand même accepter qu'il termine son mandat. Donc, du coup, le peuple doit l'accompagner. Le peuple et nous devons l'accompagner pour qu'il termine son mandat. Parce que le mandat du président, c'est pas son mandat à lui. C'est pour le bien de la population. C'est pour le bien d'Haïti. Donc, du coup, moi, je suis pour que le gouvernement regarde bien avec cette volonté qu'il manifeste auprès de tout le monde, parce qu'il est encore jeune. C'est un jeune type. Je le fais confiance toujours parce qu'il faut partir de cette base, la confiance. Et avec cette confiance, ce que je regrette plutôt, Verne, c'est plutôt, bon, c'est une perception, hein, je sais pas si c'est une vérité, mais c'est une perception pour moi. Le président se trouve avec beaucoup de conseillers, hein, qui l'ont mal conseillé pour moi. Qui l'ont mal conseillé. Donc il faut qu'il se trouve avec des gens bien, avec des hauteurs, pour voir l'ampleur de la situation. Donc c'est ça. Mais la volonté, oui, je le vois. Mais est-ce que la volonté, comme vient de dire Jocelyn, et moi je viens de la Tibonite également, je viens d'une commune qui s'appelle des Dunes. Donc c'est la production nationale. C'est beaucoup de terres cultivables. Par contre, on regarde, on voit, on constate. Je sais, il a parlé des 3 ans que j'étais en Haïti. Non, j'ai passé 3 ans en Haïti pour des questions. Moi, parce que j'ai créé une entreprise là-bas, parce que moi, j'aime bien la création d'entreprise. Je suis pour ça. Donc, juste pour vous dire que la volonté du président, on le sent. Et tout le monde, qu'il soit dans l'opposition ou pas, on le sent. Jusqu'à présent, il est là. Mais comment faire asseoir cette volonté pour que la population bénéficie de quelque chose pendant la mandature du président? C'est une bonne exercice à faire et nous sommes prêts. Nous, acteurs de la diaspora, on est prêts à aider le président. C'est pas le président, on est prêts à aider Haïti. Oui, Haïti, oui. Pendant que Samuel parle, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. En fait, actuellement, on assiste à travers le monde des présidents qui sont en Afrique, en Amérique latine, en Amérique du Sud, des présidents qui sont en train d'entreprendre des réformes énormes pour sortir leur pays de la misère. L'une des solutions, l'une des décisions que notre président, hein, monsieur Moïse, Jovenel Moïse, pourrait prendre, c'est de réduire le train de vie de l'État. Par exemple, nos parlementaires. Actuellement, on a 2 chambres. Est-ce que Haïti a besoin vraiment de 2 chambres? Lorsqu'on voit, j'ai pas les chiffres avec moi, lorsqu'on voit combien coûte un parlementaire en Haïti, déjà, supprimer une chambre aurait fait du bien au pays en termes économiques. Donc, le coût de l'État, le coût d'exercice de l'État est trop énorme pour un petit pays comme Haïti. C'est déjà réduire le nombre d'élus, réduire les frais effectivement associés et les avantages associés à ces parlementaires. Déjà, c'est quelque chose. Et puis, deuxième chose, c'est effectivement combattre l'impunité dans ce pays. Combattre l'impunité dans ce pays, c'est très important. Si chaque gouvernement qui passe, il y a des gens qui en profitent pour s'enrichir, et le gouvernement d'après ne fait rien, effectivement, soit pour saisir les biens de ces personnes-là, les traduire en justice,
Ça va continuer dans le pays. Chaque groupe qui va arriver au pouvoir va se dire, ok, comme on dit en créole, c'est tout pam. Il faut que je m'enrichisse pendant les 2-3 mois que je suis au pouvoir. Mais si à un moment donné on dit stop, et on mène des enquêtes, on fait des investigations, et on met en prison, on confisque les biens de ces personnes qui profitent de la richesse du pays, je parie dans 5-10 ans, les élus, nos élus, vont dire, ah, je vais faire attention parce qu'effectivement, je sais que si je vole le peuple, demain, je vais être conduit devant un tribunal. Mais automatiquement, qu'il y a personne qui ose prendre cette décision de dire, ok, ça suffit, donc ça va continuer comme ça. Ça va continuer comme ça, c'est pas possible pour un peuple qui vit à moins de $2 par jour, un peuple qui vit à moins de $2 par jour, qui ait des parlementaires qui roulent sur l'or. C'est pas possible. C'est pas possible. À un moment donné, c'est pour ça que le peuple se révolte. On peut pas, ok, on arrête les événements, mais on peut pas non plus les condamner. Parce que nos parlementaires, nos élus en profitent trop. Comme je vous dis, on n'aime pas trop la diaspora à cause cette question politique. On sait que la diaspora peut changer la situation. Donc on aime bien écarter, mettre de côté la diaspora. Donc c'est une question sensible lorsque nous traitons cette partie politique. C'est pas trop évident pour nous. Oui, c'est très bien. Bon, mais on va laisser les questions fâcheuses, on va parler des choses plus gaies. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent très positives dans la communauté haïtienne de France. On a vu, il y a beaucoup de prestations. Maintenant, il va y avoir le championnat de foot, là, on va parler un peu plus de ça, qui aura lieu à partir du 5 août, bientôt. Bon, on souhaite surtout encourager les Haïtiens à venir, c'est ça? Oui, effectivement, la sélection haïtienne féminine U20 va disputer la Coupe du Monde. D'accord, c'est en Bretagne. Il y a dans 3 villes. Oui. Donc déjà Haïti, nous félicitons les Grenadières, comme on les appelle, d'avoir arraché leur qualification face au Canada, hein, qui est pas un petit pays au niveau foot. Donc ils ont arraché leur qualification à la sueur de leur front. Donc félicitations à nos Grenadières. Donc maintenant la question, c'est comment faire pour les encourager. Parce que nous savons très bien que ce qu'on dit dans le milieu du foot, le 13e homme, c'est le public. Oui. Et il faut que effectivement la diaspora en France, en Europe, s'organise. Parce que nous, dans la Fédé, on reste pas indifférents, hein, parce que dimanche prochain, déjà, il va y avoir une délégation d'une dizaine de personnes qui vont aller en Bretagne pour aller apporter son soutien aux filles, pour leur dire que toute l'Europe, toute la communauté haïtienne d'Europe est derrière elle, pour les soutenir. Et après, à partir du 6, il va y avoir une autre délégation qui va faire le déplacement pour assister au match. On a déjà acheté pas mal de billets sur le site de la FIFA. Il y a déjà des personnes qui viendront, qui sont déjà en Bretagne, qui vont aller sur les stades, qui vont aller au stade. Il y a une délégation qui va partir d'Île-de-France. Il y a des gens qui vont même prendre les vacances dans la zone, en Bretagne, de manière à pouvoir suivre les matchs. Donc j'invite tous les téléspectateurs de Haïti Media Télé de faire le geste, soit de façon individuelle, de prendre un billet sur le site de la FIFA et d'aller en famille, hein, entre amis, aller supporter l'équipe féminine, ou effectivement de rejoindre la Fédé et de contacter la Fédé via son numéro qui est sur le site ou via notre adresse email. On essaie d'organiser, de rassembler tous les groupes qui veulent faire le déplacement pour créer une force, et on va faire du bruit en Bretagne, on va faire du bruit avec des maillots haïtiens, des drapeaux haïtiens, des tambours, le tam-tam, on va faire du bruit dans les stades pour faire en sorte que la sélection aille le plus loin possible dans cette compétition. Pourquoi pas ramener le trophée à la maison, comme l'a fait l'équipe de France de football. Mais on voit que c'est vrai, il y a tout ce staff-là, mais est-ce que ce serait pas possible, parce qu'on sait que cette équipe féminine qui a fait un grand effort pour arracher leur qualification, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir une grande fête à Paris pour les faire venir quand même? Effectivement, je crois que je m'avance pas là-dessus, mais je crois que l'émission ont projet effectivement de faire quelque chose pour les filles au retour. Mais la Fédé, ça n'empêche pas que la Fédé pourra effectivement faire quelque chose comme ça. Et lorsque Haïti avait participé au JO, la Samuel était encore président de la Fédé avait organisé une grande fête pour nos athlètes qui revenaient de Londres. Donc la Fédé étudie ces possibilités-là. Donc là, pour l'instant, on va les encourager. Oui. On va aller en Bretagne les supporter, et en fonction de leur avancée dans la compétition,
on fera quelque chose. La Fédé sera derrière eux, et derrière le staff technique, les filles, toute la délégation. La Fédé va derrière toute cette délégation pour leur dire que peu importe le parcours dans cette compétition, on est fiers d'eux, en parlant de toute la délégation, les entraîneurs, etc. Et on les encourage de 4 ans de revenir jusqu'à ce que les filles puissent ramener le trophée à la maison. C'est ce qu'on espère en tout cas. Samuel. Je crois, quoi qu'il arrive, la Fédé va accompagner les filles. Hein. Avant, après, on va toujours les accompagner, on a l'habitude. Comme tu as dit, Jocelyn, à Londres, nous avons fait déjà une très belle prestation avec pour les Jeux olympiques, avec la délégation haïtienne. Et on est prêt jusqu'à présent à accompagner les filles pour les supporter et on va voir. Et comme Macron il a fait, on va pas dire que nous allons champions, nous allons prendre des... Non, on va pas dire ça. On reste modeste, mais nous avons concerté entre nous et nous pouvons faire des choses d'ampleur pour les filles. D'accord. C'est vrai, je profite de l'occasion parce que là, je rappelle pour nos téléspectateurs, on est sous le canopé. À Paris, en plein Paris, on profite de la clarté. Je vous rappelle, il est 20h30. Eh bien, il fait encore chaud, clair. Eh bien, on est sous le canopé. Il y a beaucoup de personnes, comme vous pouvez voir autour de nous. Eh bien, je rappelle, et c'est vrai, et la France va recevoir JO 2024. Et il se peut qu'il y aura aussi beaucoup d'Haïtiens, parce que d'après ce que j'ai appris, j'ai mes sources personnelles, il y aura beaucoup d'Haïtiens qui vont participer. Alors, comment vous sentez le fait que la France a gagné cette Coupe du Monde et en plus on va préparer pour le JO 2024? Ce sera un score. En fait, pour dire que, étant que franco-haïtien, j'étais tout à fait exalté lorsque la France a gagné cette compétition, mais de notre côté il y a eu un petit grincement au niveau du cœur. On s'est dit il n'y a pas le drapeau bleu-rouge en fait. On aurait aimé quand même avoir ce petit drapeau bleu-rouge. Vous savez, en fait notre âme est haïtienne en fait. C'est vrai que la France nous a adoptés, nous a aidé à avancer au niveau professionnel, beaucoup de choses de la vie, mais notre cœur reste haïtien. Et reste haïtien. On aimerait voir dans la même compétition que la France soit là, que Haïti soit là. Ça aurait été une double fête d'avoir ces deux pays-là. Mais c'est dommage, mais on l'espère effectivement, comme vous avez dit, Monsieur Verne, Haïti va être présente au niveau de ces jeux-là. Et Jean-Pierre Roy, qui est responsable de sport à la Fédé, est en train de multiplier les efforts pour effectivement recruter des athlètes, essayer et voir que la Fédération haïtienne de football, la Fédération haïtienne de ski, le comité olympique haïtien, voir comment on peut ramener une grosse délégation. Et pourquoi pas le prochain Usain Bolt haïtien, parce que nous aussi on a des compétences et chez nous en Haïti. Après c'est vrai que on n'a pas forcément les moyens, la fédération n'a pas forcément les moyens, le comité olympique n'a pas forcément les moyens, mais comme Samuel l'a dit, nous on est là, on aimerait bien participer à la diaspora. Si on fait appel à nous, on veut bien participer, on aime notre pays, on veut bien participer. Là, je lance un appel aux responsables de sport. N'hésitez pas à faire appel à la Fédé, n'hésitez pas à faire appel aux organisations de la diaspora. On veut aider, il suffit de faire le pas. Nous, on est là pour encourager tout ce qui se fait de bon pour le pays. Oui, sur ça, je pense qu'en 2024, nous espérons recevoir une très bonne délégation, une belle délégation, une grosse délégation. Hein? Donc on va faire cet exercice-là. On l'a déjà fait à Londres et en France. Je pensais, comme nous avons une forte communauté haïtienne en France, ça va être quelque chose d'ampleur. Donc nous serons très très heureux de voir des Haïtiens, des athlètes haïtiens qui viennent performer en France. Donc c'est quelque chose, mais pas avec 2-3 personnes, une grosse délégation de 200-300 personnes hein, avec des athlètes. Moi je dis, parce qu'il faut toujours anticiper. J'espère voir, juste dès maintenant, qu'il y ait des jeunes de 12 ans, de 10 ans, de 9 ans qui commencent à se mettre au boulot, qui commencent à se mettre au travail à travers le sport pour qu'ils viennent en France en 2024. C'est le message. Oui, voilà, c'est le message que c'est vrai nos confrères souhaitent dire. Et puis ils sont contents le fait que la France a gagné cette Coupe du Monde. C'est vrai, la France a gagné. Et puis bientôt le Jeu 2024, beaucoup de choses positives pour la France. Je vous rappelle qu'on est tous des Français. Eh bien,
Et Je voulais ajouter pour nos téléspectateurs que dans la sélection française, il y a un Haïtien. Hein, et Kipembe, sa mère est haïtienne. Donc d'après la Constitution de 1987, il est haïtien. Donc Haïti a participé à cette victoire de la Coupe du Monde. Ah, c'est très bien. Merci, merci. On dit que c'est la France plurielle qui a gagné. Ah, c'est très bien. Ah oui, non, mais c'est très bien, c'est très bien. Merci pour cet éclaircissement. Voilà, merci. Bon, voilà, on arrive au terme. C'est vrai, surtout on a fait les points sur tout ce qui était important que le peuple haïtien souhaiterait savoir. Bien, chers spectateurs, on arrive au terme de notre émission. J'espère que ça, vous avez pu comprendre, vous avez trouvé des solutions à vos réponses. Et puis, je tiens à vous féliciter. Je vous rappelle qu'il y aura un grand concert, les Frères Unis de gospel du côté à l'église Church américaine pour aider les enfants d'Haïti. Il y aura le groupe Tropicana d'Haïti qui sera en France très bientôt. Eh bien, est-ce que vous venez, messieurs? Oui, bien sûr. Peut-être que directement Samuel ou moi, peut-être qu'on on sera pas là, mais il y aura toujours des membres de la Fédé qui font le déplacement. On essaie toujours, chaque fois qu'il y a une activité dans la communauté, d'envoyer une ou deux personnes au sein de la Fédé. C'est notre devoir d'encourager tout ce qui se passe dans la communauté. Ah ouais, donc effectivement, cette association-là, on la connaît bien. On a travaillé beaucoup avec cette association, les Frères Unis, bien sûr. Donc, on aime bien les projets qu'ils essaient de réaliser dans le sud d'Haïti. Oui. Donc, le 27 octobre. Effectivement, la Fédé, on n'hésitera pas à faire passer le message effectivement sur Saxoti. Hein. Donc, pour éviter, oui, bien sûr, pour encourager la communauté à venir participer. Et on sait très bien que l'argent qui sera récolté servira à faire avancer des projets dans le pays. Déjà, j'invite les téléspectateurs à noter cette date. Hein, c'est le 27 octobre. Hein, et donc c'est à Paris. Hein, à Paris 7e. Paris 7e. Donc il y a plus d'informations sur Haïti Media Télé et sur Saxoti. Donc n'hésitez pas à encourager ce qui se fait dans la communauté. Je vous invite toutes et tous à participer à cette activité. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, merci. Et puis je vous dis à bientôt. Merci de votre coopération. Voilà. C'est moi qui vous remercie et avec tous les téléspectateurs. Merci Monsieur Verne, merci pour ce travail immense que vous faites dans la communauté. J'invite tout le monde à encourager. N'hésitez pas à faire des dons. C'est vrai que Monsieur Verne ne fait pas appel aux dons, mais n'hésitez pas à faire des dons parce que quand même, nous savons très bien combien coûte une chaîne de télévision. Il faut faire des émissions, il faut faire des montages, il faut payer un technicien. N'hésitez pas à donner de la publicité, de faire passer vos messages de pub au sein de Haïti Media Télé, d'envoyer même des petits mots d'encouragement. C'est très important. Au sein de la Fédé, on vous encourage à le faire. Et merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Haïti Media Télé. Merci beaucoup. Merci. Haïti, c'est belle la mer, c'est belle montagne, belle rivière, c'est belle plage à pied cocoyer, bel paysage à belle couleur. Haïti, c'est sans café, qu'a monté dans les matins, c'est sans la housse qui fait poser, pour flézir qu'a bourgeonner. Haïti, c'est bassin blé, cascade pichon avec sodo, c'est